Après Avalanche en 2003, vous allez attendre jusque 2007. Qu'est-ce qui se passe en 2007? Alors en fait, en 2007, il y a un couple d'anciens communautaires qui écrit un livre qui s'appelle Les Marchands d'âme et qui dénonce des nombreuses dérives sectaires au sein de la communauté des béatitudes. Et Pierre-Étienne, comment il réagit à ça? Alors justement, il se trouve que ce livre est porté médiatiquement sur la région, donc forcément ça fait un petit peu de bruit. On verra d'ailleurs par ailleurs ce couple à la télé, on les entendra à la radio, et Pierre-Étienne est très agité, et il reste agité pendant quelques semaines. Et en fait, je finis par lui demander ce qu'il a. Au départ, il ne me répond pas, et je lui dis, mais tu as peur que quelque chose sorte par les médias en ce qui te concerne? Et en fait, il finit par me répondre que oui, mais je lui dis, mais pourquoi? Et là, il me dit qu'il n'a pas tout dit. Et je lui dis, mais pas tout dit de quoi? Et il me répond par rapport aux enfants. Et il commence à ouvrir le couvercle et me sort plein de noms, plein d'âges, des lieux. Et en fait, comme je n'arrive pas à retenir tout ce qu'il me dit, je lui dis, écoute, si tu en as encore long comme ça, il serait préférable que tu prennes un papier, un stylo et que tu écrives tout. Et en fait, il va tout écrire, mais ça va prendre une semaine. Ce que j'appelle la grande purge va durer entre 7 à 10 jours, je me souviens plus très bien. Et après, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors ensuite, je fais un dossier au, au modérateur général en ce qui concerne les révélations que Pierre-Étienne vient de me faire. Hein. Ce dossier existe, il est aussi dans les mains de la justice. Et je fais un dossier donc pour alerter le modérateur. Ce courrier a pour but de ne pas passer sous silence les actes répréhensibles que Pierre-Étienne a commis et la responsabilité des différentes autorités de la communauté. Si toutefois de nombreux méfaits sont prescrits, il n'en demeure pas moins que quel que soit notre niveau de responsabilité, nous devons mener une réflexion sérieuse et prendre les moyens qui s'imposent face à ce genre d'actes criminels dirigés contre des enfants. Nous devons les protéger et par surcroît, nous devons agir. En étant confronté de diverses manières à cette terrible histoire, je ne peux fermer les yeux, car tous les visages de ces enfants méritent qu'à la lumière de notre conscience, nous assumions cette affaire dans sa totalité. Il y a également, pour moi-même, la nécessité de me dégager d'un poids trop lourd à porter, en espérant que par ce compte-rendu, vous puissiez, dans la sagesse du Christ, prendre les mesures qui s'imposent. Alors aussi, c'est un long courrier parce qu'en fait, je fais tout un rapport avec la liste et donc je ne vais pas vous lire toute la liste des noms et voilà quoi. Et je reprends donc la lettre. Je pense que l'on ne peut pas tout empêcher, là nous devons accepter notre impuissance. Alors j'emploierai le mot prévention. Et la seule prévention que je puisse voir fait justement défaut dans le directoire. Pourtant, le droit de l'Église rejoint bien le droit civil quand il s'agit de la protection de l'individu. Si aujourd'hui nous faisons l'impasse sur ce qui s'est passé, alors que nous portons en nous la mémoire du scandale, et que nous fermons les yeux sur les victimes, que pour ainsi dire nous enterrons nos cadavres et que nous faisons une sorte de mémorial silencieux, nous ne sommes ni plus ni moins que des criminels, et cela personnellement je peux vous assurer que je n'y participerai pas. Aussi je vous demande de prendre en considération mon interpellation comme un écho du cri des victimes qui ont été reléguées au rang des oubliés. Il est temps que la communauté réfléchisse objectivement sur les dangers que peut engendrer la diversité de ces états de vie. La communauté est une micro-société qui doit donner les moyens à chacun de pouvoir se protéger, mais aussi d'avertir et d'informer dans un cadre juridique.
La communauté sait ne pas cacher son bonheur dans son interpellation évangélique. Je prie pour qu'elle puisse aussi apprendre à reconnaître son humanité dans ses faiblesses et qu'elle assume, selon les moyens évangéliques et légaux, afin de répondre à ses propres défaillances. En tant que mère, j'essaie de faire en sorte que ma fille puisse construire sa vie sur une histoire réelle et non pas transcendée par mon désir de voir les choses uniquement sous un aspect idéal. Après des heures d'entretien avec Pierre-Étienne, il me semble avoir compris, ou plutôt touché du bout des doigts, pourquoi cela a pu conduire des parents et des enfants au silence. Les points que je relève ne sont que des suggestions. Je laisse cela à votre discernement. Je trouve que dans la communauté, les barrières sociales ne sont pas assez présentes. Malheureusement, l'enfant appartient un peu à tous. La communauté devient la famille élargie. En fait, aucun enfant ne peut se défendre contre sa propre famille. Un problème trop gros surgit et il devient un secret de famille. Et l'on finit par penser que dans ce cas, parler revient à trahir la famille. Alors l'enfant ne grandit plus dans une micro-société dans laquelle il apprend à se protéger, mais dans une famille dans laquelle il met toute sa confiance. La construction d'un enfant passe par la découverte de la distance, ce qui lui permet aussi d'apprendre que son corps lui appartient et que tout n'est pas permis, même au sein de la famille élargie. Le climat d'une communauté chrétienne, sans qu'elle le veuille, induit chez l'enfant une confiance totale, ce qui permet aux pervers et aux récupérateurs affectifs de se servir. Après une telle histoire, il est inconcevable que rien ne soit fait. Grandir en maturité, c'est prendre les moyens d'analyser les erreurs qui ont été faites. Si aujourd'hui il n'y a pas de réponse, c'est que la communauté ne tire aucun enseignement à ses dérives et qu'elle permet la pérennité de ses crimes. Il y a deux façons de voir la communauté. La première consiste à vouloir la protéger de ses erreurs en les niant, car ne pas prendre les moyens de les parer revient inévitablement à nier le passé. Or, l'histoire de l'individu prend en considération la totalité de son histoire. La deuxième façon consiste à prendre en compte les lacunes de son histoire en prenant les moyens afin que celles-ci ne reproduisent pas les mêmes effets. Ce que vous taisez aujourd'hui, demain se chargera de le crier. Il n'y a pas pire infortune que de ne pas aimer totalement, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte les excès, les failles, et de tâcher d'y amener un remède, celui de la réparation. Il m'a fallu beaucoup de courage pour accompagner Pierre-Étienne sur ce chemin. De nombreuses fois j'ai failli défaillir, mais plus forte était ma décision et ma détermination à ramener un peu aux enfants la lumière de leur histoire. J'ai regardé avec les yeux que vous n'aviez pas, n'étant pas sur le terrain. Et ce n'est pas mystiquement ou autrement que j'ai pu faire ce chemin avec lui. Alors après, le reste, c'est toute une partie sur Pierre-Étienne, sur son état actuel. Donc je ne pense pas que ce soit le plus important. Et donc je finis ma lettre sur si mes propos ont été déplacés en quoi que ce soit, je vous en demande pardon. Non, à bonne courbe, on ne vit pas retiré du monde. On le protège et on tâche d'assumer les faiblesses et les manquements d'humanité. Quelquefois très abîmée, l'humanité de chacun est pourtant inscrite dans le cœur de celui que nous servons. Et il n'y aura que sous son regard que l'on connaîtra le prix de ce que nous avons à notre mesure essayé de parer et de réparer. Si j'avais un souhait, il ne serait autre que le respect envers notre mission et envers notre responsabilité engagée. N'oublions jamais les victimes. Leur visage nous invite à regarder ce qu'elles ont vécu pour prendre désormais les mesures qui s'imposent. Ne traitons pas ces victimes comme des dossiers classés. Ne les méprisons pas en comptant les années pour voir s'il y a prescription. Ne les enterrons pas comme des soldats anonymes morts au combat et enterrés sans nom. Car nous, dans les yeux de Pierre-Étienne, c'est tous les jours que nous nous souvenons. Alors cette lettre est particulièrement interpellante. Est-ce que les responsables de la communauté vont prendre leurs responsabilités à partir de ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Je vais recevoir une réponse. Alors avant que tu reçoives la réponse, peut-être toi tu vas faire une démarche. Parce que là, ce dossier, tu l'as envoyé le 5 juillet 2007. Et je crois que le 20 août
2007, tu vas faire une démarche auprès du procureur. Qu'est-ce qui t'amène à faire cette démarche? En fait, ce qui m'amène à faire cette démarche, c'est d'abord que, en effet, Pierre-Étienne ne veut pas se dénoncer, ne veut pas non plus que je le dénonce, il se confie à moi parce que c'est trop lourd. Et en fait, je vais être poussée à faire cette démarche plus rapidement certainement que je l'aurais fait, parce qu'un jour, un prêtre de l'extérieur vient nous visiter, un prêtre qui n'est pas de la communauté, qui a une autre couleur spirituelle. Il vient prendre un repas avec nous et comme il pense être dans l'environnement des béatitudes, il nous flatte un petit peu la communauté à travers la liturgie, il flatte aussi également Pierre-Étienne. Et Pierre-Étienne, là, subitement, lui demandera d'arrêter en lui disant qu'en fait la communauté, elle a une très belle apparence et que lui, il a su se cacher derrière ses apparences, mais qu'il est un pédophile. Alors là, le prêtre se mure un peu dans le silence, nous finissons le repas tant bien que mal, parce que c'est un climat très particulier, et le prêtre demandera à me voir, et nous nous entretiendrons, et il me dira, si vous ne dites rien, vous aurez de gros ennuis, car vous êtes la première à avoir reçu ces confidences, et ça au niveau de la justice, vous pouvez dérouiller. Donc c'est lui qui précipitera ma démarche auprès du procureur. Alors, suite à cette démarche au procureur, tu préviens donc les autorités de la communauté, tu préviens le Vatican, tu préviens les évêques, et est-ce que tu reçois une réponse? Alors la seule lettre que je reçois, elle vient du, je ne sais pas si on voit bien, voilà, voilà. Donc elle vient du modérateur général et il me dit, cher Muriel, cette lettre je la reçois le 30 août 2007. Cher Muriel, paix de Jésus. J'ai bien reçu votre lettre du 21 août 2007 que j'ai découverte. Premièrement, quelle est la personne qui m'envoie ce dossier? Muriel qui aurait reçu les confidences du frère Pierre-Étienne ou le frère Pierre-Étienne qui aurait demandé à Muriel de lui servir de secrétaire? Dans quel but ces informations me sont-elles communiquées? Quelle est la place du rôle de Muriel par rapport au frère Pierre-Étienne? J'ai consulté les différents courriers qu'il m'a écrits ces dernières années, ainsi que les déclarations qu'il a faites auprès d'autorités diverses. Leurs contenus sont parfois contradictoires. Je souhaite connaître le rôle précis que le frère Pierre-Étienne attribue à Muriel et celui que Muriel reconnaît en face de lui. Dès la première plainte déposée contre le frère Pierre-Étienne, la communauté s'est mise à la disposition de la justice pour collaborer à faire la lumière. Oui, seulement après, elle n'a rien fait du tout en ce qui concerne empêcher Pierre-Étienne de sévir. Ce sont les autorités de la communauté qui ont pris leurs responsabilités. Les documents le montrant seront transmis si nécessaire aux autorités judiciaires ainsi que ceux permettant de comprendre votre situation au sein de la communauté. Vous n'aviez en effet aucune autorité et aucun titre pour demander quoi que ce soit à Pierre-Étienne. Voilà le courrier du modérateur. C'est pour le moins étonnant. Alors, donc la démarche auprès du procureur de la République va donc être enclenchée. Il va se passer quoi après? Et bien après cette démarche au procureur de la République, enfin, Pierre-Étienne va être mis en examen. Et cette mise en examen sera au mois de février 2008.